Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule qui va mettre l'accent sur la 5e et dernière règle. Pour commencer, tu remarques tout de suite que cette règle-là concerne les multiplications et les divisions, mais c'est davantage le fait que ça inclut des incertitudes relatives. Et c'est la première fois dont on parle d'incertitudes relatives, donc commençons d'abord par faire un petit retour. Le terme relative en français veut dire que je le compare à quelque chose d'autre, donc c'est par rapport à. Et donc, pour l'incertitude relative, l'objectif est de comparer l'incertitude à sa valeur d'origine. Donc, le 0,01 g, est-ce que c'est une grande ou une petite précision? Ben, à vrai dire, ça dépend de la quantité, donc la masse qu'on a mesurée. Si on a 0,01 g et qu'on a mesuré une énorme quantité, ben, c'est pratiquement pas d'incertitude, ce serait extraordinaire. Mais si on a 0,01 g et qu'on a une incertitude de 0,01 g, tu vas être d'accord avec moi que la valeur est absolument biaisée parce qu'à vrai dire, finalement, tu n'es vraiment pas convaincu de cette valeur-là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'incertitude relative, c'est-à-dire de transformer mon incertitude absolue en pourcentage. Et donc ça, pour ce faire, voici une petite formule qui n'est pas donnée à l'examen. Tu es habitué de l'utiliser quand tu veux calculer des notes des évaluations. Donc, on divise l'incertitude absolue sur sa mesure et on fait fois 100. Donc, le fait de diviser, par exemple, dans ce cas-ci, 0,1 g par 4,32 g, on élimine les deux unités. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a la présence du fois 100% pour ramener l'unité pourcentage. Quand on écrit des résultats, encore une fois, l'objectif de l'incertitude relative va être de, oui, répondre à la règle numéro 5, mais vraiment de pouvoir permettre de comparer des instruments entre eux. Donc, la fameuse règle numéro 1 ne s'applique pas, parce que je te rappelle que la règle numéro 1, c'est un chiffre significatif sur les incertitudes absolues. Ici, c'est les incertitudes relatives, donc ça ne s'applique pas. Encore une fois, comme on veut être le plus précis possible dans une comparaison, on n'a pas d'arrondissement à faire. Et non plus, on n'a pas besoin de faire d'ajustement non plus. Également, on s'assure de bien voir que s'il y a une distribution de l'unité au bon endroit, donc c'est des grammes seulement à la valeur de base et c'est des pourcentages à l'incertitude relative. C'est donc la raison pour laquelle on a éliminé la parenthèse vu que ce n'est pas deux fois la même unité. Voici donc deux petites questions qui mènent à une bonne réflexion de ta part. Donc, si on veut comparer deux instruments de précision, on comprend que 2 sur 100 correspond à 2 %, alors que 1 sur 10 correspond à 10 %. On aurait donc une valeur plus précise, étonnamment avec une incertitude de plus ou moins 2, parce que quand on la compare, la valeur relative de comparaison est plus grande, 100 étant plus grand que 10. Un autre pépin qui pourrait survenir sur ta calculatrice, c'est la fameuse division par 0. Une température de 0 degré Celsius, c'est possible. Et donc, quand on ferait l'opération 1 divisé par 0, on aurait bel et bien erreur sur notre calculatrice. Et c'est la raison pour laquelle les scientifiques, vu que le 0 degré est assez commun, degré Celsius, on convertit en Kelvin pour éviter ce petit pépin. Finalement, voici enfin la règle numéro 5. Donc, peu importe si tu fais une multiplication ou une division, si celle-ci implique des incertitudes, tu dois les additionner. Additionner quoi? Les incertitudes relatives. Donc, en gros, ça, c'est la petite formule qui n'est également pas donnée à l'examen. Fait que comment on fait? Notre première étape consiste à faire le calcul tout bonnement, comme si c'était un calcul de secondaire 1 ou de secondaire 4. Donc, 12,08 divisé par 5,3. Sur la calculatrice, ça me donne 2,279. Je vais écrire le maximum de valeurs possible, ne sachant pas où je vais devoir ajuster. Donc, mieux vaut en faire plus que pas assez. Et ensuite, selon la règle, je dois additionner les incertitudes relatives. Fait que je te rappelle que pour trouver une incertitude relative, on divise l'incertitude par sa valeur. Incertitude par sa valeur. On fait la même chose, incertitude par sa valeur, et ça le dit clairement, on additionne. Donc, tu le vois ici,
que tu as additionné les incertitudes relatives. Ce calcul-là, qui est entre parenthèses présentement, serait en pourcentage si tu faisais le fois 100%. Mais l'enjeu, c'est que les scientifiques ne sont pas vraiment intéressés à avoir des valeurs finales en incertitude relative. Comme tu le constates, on veut avoir une incertitude absolue à la fin. C'est plus joli et ça s'insère beaucoup mieux dans un tableau de données, de résultats quand on a des unités communes. Donc, je dois revenir à ma valeur d'origine. Et comment je vais faire ça? Bien, je vais multiplier par la valeur que je viens de trouver ici. Donc, c'est comme, imagine-toi, si tu avais perdu 10% d'un examen sur 25, combien de points aurais-tu perdu au total? Donc, tu comprends que si tu as perdu 10% d'un examen qui valait 25 points, bien, tu as perdu 2,5 points. Donc, c'est le même calcul ici. Quand tu calcules 10% de 25, bien, c'est la même chose. Ici, on fait le pourcentage et on le multiplie par la valeur totale. Et la valeur totale, c'est 2,279. Donc, on trouve 0,0917. Moi, j'aime bien écrire toute la valeur. Tu vois, il y a d'ailleurs ici qu'il n'y a pas d'unité nulle part. C'est normal parce que c'est un calcul qui est très brouillon, là. Je ne veux pas de preuve de démarche. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la réponse. Donc, mon calcul intermédiaire est juste ici. Et là, ben, je constate que je dois respecter, vu que c'est une incertitude qui est relative, je dois respecter la règle du chiffre significatif, qui est ma règle numéro 1. Et donc, je vais garder que lui, parce que je te rappelle que les zéros à gauche d'un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne sont pas des chiffres qui sont significatifs. Donc, le premier, c'est le 9. Et avant de confirmer, je valide que ce qui suit, c'est un 1. Donc, je pourrais bel et bien les éliminer tous les deux. Après, ben, je fais mon ajustement. Mon ajustement, c'est de constater que j'ai une précision au centième, donc dixième, centième. Donc, je vais aller faire la même chose, dixième, centième, et hop, je valide. C'est un 9, donc je dois arrondir à la hausse, ce qui me donnera 2,28 plus ou moins 0,9. Je finalise en mettant les parenthèses et en mettant l'unité à l'extrémité. Je termine avec l'exercice croustillant du bâton de colle qui ferait une chute de 50,6 cm. Donc, dans cet exercice-là, il y a plusieurs niveaux de difficulté. D'abord, es-tu capable de trouver la valeur et l'incertitude de chacune des mesures? Es-tu capable, en deuxième lieu, de convertir des valeurs et donc, en même temps, leur incertitude, par exemple, de grammes à kilogramme ou de centimètres à mètre? Et finalement, es-tu capable d'appliquer une formule, dans ce cas-ci, EP est égal à MGH, qui inclut non seulement des valeurs avec incertitude, mais également une valeur qui n'en contient pas, donc une constante. Fait qu'ici, on comprend qu'on a une balance numérique, donc 37,11. Pour trouver l'incertitude, on garde la précision de l'appareil, donc le centième. Quand je convertis de grammes à kilogrammes, je divise par 1000. Donc, je fais l'exercice pour la valeur, mais je fais aussi l'exercice pour l'incertitude, désolé. Donc, je divise les deux par 1000. Pour la hauteur que je lis, donc le bâton de colle, je ne suis pas intéressée à savoir la longueur du bâton de colle. Je veux savoir de quelle hauteur le bâton de colle va tomber. Donc, tu comprends que le sol serait beaucoup plus bas de ton écran. Donc, comme tu as deux lectures, je te rappelle que du côté des exceptions, il y a les instruments qui sont gradués, il y a la règle, il y a le rapporteur d'angle et il y a le manomètre pour lesquels il y a deux lectures. La lecture du bas de la règle et la hauteur de la fin de la règle, ou si tu préfères, de l'endroit où tu fais ta lecture. Donc, comme la moitié de la plus petite division, c'est 0,05 cm, mais que tu dois faire fois 2, parce que tu as deux lectures, c'est là que tu reviens à 0,1 cm. Tu confirmes que les ajustements sont faits, les parenthèses et l'unité. Encore une fois, tu convertis de centimètres à mètres, c'est un facteur de 100. Et comment on fait pour y arriver? Bien, on divise non seulement la valeur, mais l'incertitude. Finalement, vient le moment tant attendu de faire le calcul. C'est une multiplication avec des valeurs qui contiennent de l'incertitude. Donc, on va faire
la règle numéro 5. On commence d'abord par multiplier les trois valeurs comme si de rien n'était. Ça nous donne 0,184. Et après ça, eh bien, on a à faire le calcul d'incertitude. Donc, je rappelle, la valeur sur l'incertitude sur sa valeur d'origine. Ici, il n'y a pas d'incertitude, donc tu n'es pas obligé de le faire, mais je te montre que mathématiquement, 0 sur 9,8, ça ne donnerait absolument rien. Et ensuite, incertitude sur valeur. Tout ce qui sera en parenthèse, c'est l'incertitude relative. Et pour revenir à incertitude absolue, je multiplie par le 0,184 que je viens de trouver suite à la multiplication des trois valeurs. Ensuite, donc, j'obtiens 0,04. Je constate ici, désolé, qu'on a un chiffre significatif, le 4. Donc, tout fonctionne très bien. Et après ça, je m'en vais voir l'ajustement. L'ajustement, c'est de constater que j'ai 4 chiffres après la virgule. Ici, j'en ai que 3. Donc, je devrais rajouter un 0 pour que mon ajustement soit adéquat. Voici donc comment faire un problème croustillant. Voilà, j'espère que cette capsule t'a aidé. Passe une excellente fin de journée.